Bonjour à tous. D'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer auprès de vous. J'ai effectivement présidé pendant 3 ans le Conseil national du numérique, qui est une instance indépendante qui comprend une trentaine de membres qui travaillent dans des horizons très divers du numérique et dont le rôle et la mission sont d'éclairer les pouvoirs publics dans les décisions qu'ils ont à prendre en matière de numérique. Et vous voyez quand même que ces 3 dernières années, le numérique est un petit peu sorti de son lit et s'est invité en fait dans à peu près la totalité des débats de transformation de notre économie et de la société. Donc je l'ai présidé pendant 3 ans, je ne suis plus président du Conseil national numérique depuis maintenant 2 jours, j'en serai probablement encore membre, et parmi les nombreux rapports et décisions qu'on a pu essayer d'éclairer, nous avons remis un de nos derniers rapports à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, il y a quelques mois, qui, j'espère, pour une partie de ces conclusions, seront reprises dans des futures décisions. Et on a été très fortement aussi à l'origine de la loi qui a été votée il y a maintenant une quinzaine de jours pour une république numérique. Alors, ce que je voulais essayer de tracer un petit peu dans les 20 minutes qui me sont imparties, c'était de revenir au fond, et c'est dans la slide d'après, c'était de revenir au fond un petit peu sur la place du numérique et un petit peu, au fond, la manière dont il a bouleversé l'ensemble des secteurs, et peut-être revenir dans la slide qui suit. Je suis désolé, on va être obligé de... Sauf si ça marche. En fait, ça marche parfaitement, non? Super. Et revenir un tout petit peu sur les fondamentaux de ce que c'est que la révolution numérique. Ça marche moyennement. À l'écran, moi, mon écran, ça ne marche pas très bien, mais si vous le voyez, c'est l'essentiel. Le numérique a une apparence technologique. En réalité, je ne crois pas que ce soit une révolution technologique que l'on vive. On a la chance, d'ailleurs, au Conseil national du numérique, de compter parmi nous un grand philosophe. Il y a beaucoup de penseurs français qui réfléchissent aux transformations numériques. Et Bernard Stiegler dit, au fond, si on doit essayer de trouver un équivalent dans l'histoire de l'humanité de ce que le numérique est en train de bouleverser, pour lui, il faut remonter au passage de la culture orale à la culture écrite. Vous imaginez un tout petit peu les bouleversements, du coup, que ça peut être. Si moi, je prends un exemple historique peut-être plus récent, je pense que l'équivalent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis dans cette présentation, au fond, une réflexion sur le fait que la révolution numérique est d'abord une révolution dans notre rapport à la connaissance. Je pense que c'est la révolution de l'imprimerie, parce que la révolution de l'imprimerie, c'est une innovation technologique, mais qui immédiatement a eu pour conséquence un bouleversement profond du rapport que les hommes entretiennent à la connaissance et au savoir. Et si vous regardez un tout petit peu ce que la révolution de l'imprimerie a provoqué, elle a provoqué tout d'abord la Renaissance, la Réforme, les révolutions politiques anglaises, américaines et françaises, puis la révolution industrielle. Il ne faut pas se tromper. Je ne sais pas si vous avez lu les travaux de Jeremy Rifkin, qui sont passionnants, mais le titre de son avant-dernier livre, La troisième révolution industrielle, induit en erreur. Nous vivons beaucoup plus qu'une révolution industrielle. Au fond, nous vivons une révolution qui est équivalente à l'ensemble de celles qui sont succédées après la révolution de l'imprimerie. Et la grande différence avec nos aînés, c'est que nous vivons ces transformations-là sur probablement 1 à 2 générations. Donc les bouleversements sont absolument majeurs. Changement de notre rapport à la connaissance, mais aussi une révolution, au fond, dans les rapports entre pairs. On parle beaucoup de société et d'économie de pair à pair, et on ne peut pas dire que l'actualité aujourd'hui ne nous serve pas les conséquences que ça peut avoir. Vous avez des manifestations de taxis qui succèdent à celles des VTC, vous avez des problèmes de fiscalisation de gens qui louent des immeubles entiers sur Airbnb, et on voit bien que la révolution qui se produit en ce moment, c'est précisément le fait que les gens sont mis en relation à partir d'Internet, et qu'à partir du moment où ils ont cette possibilité d'être mis en relation, vous allez avoir tout un certain nombre de micro-marchés qui vont pouvoir tout d'un coup devenir solvables et qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Rappelez-vous, au fond, le transport collaboratif, il existait dans les années 70 et 80, ça s'appelait l'autostop. Et oui. La seule différence entre l'autostop et Blablacar, c'est que l'autostop, il faut aller à un péage, et puis vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui aille à peu près dans la même direction que vous.
Évidemment, l'équilibre entre l'offre et la demande, vous le voyez bien, dans l'autostop traditionnel, il est assez grossier. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous n'avez pas des milliers de personnes qui s'attendent au péage, quelqu'un qui les prendrait en voiture. C'est vraiment ceux qui, moi je l'ai fait quand j'étais étudiant, n'avaient pas d'argent et étaient prêts à marcher 10 km de plus parce qu'on n'allait pas forcément vous déposer à l'endroit. À partir du moment où Internet est une gigantesque place de marché, où vous pouvez trouver la personne qui, quasiment au même moment que vous, va au même endroit que vous, eh bien tout d'un coup, ces micro-régulations qui n'étaient pas possibles dans le monde physique deviennent possibles outillées par le numérique, mais ensuite le service lui-même a lieu dans le champ physique. Et en réalité, ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire Internet comme une gigantesque place de micro-marchés qui se régulent, et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement marchands, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu nécessairement à une transaction financière. Vous avez aujourd'hui des plateformes d'échange où vous allez prêter une perceuse contre un dépannage de votre ordinateur. Donc il n'y a pas nécessairement un échange marchand, mais il y a bien une régulation d'équilibre entre des offres et des demandes. Cette révolution de la société de l'économie de pair à pair, qui dégage évidemment un certain nombre de communautés, c'est quelque chose aussi d'absolument majeur. Mais on voit bien évidemment que toutes ces choses-là, ça permet tout simplement de regrouper et de mettre en réseau, et quelquefois de dégager ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Et là aussi, on a évidemment pléthore d'exemples, que ce soit un Blablacar qui d'une certaine manière l'est, ou Wikipédia, ou bien d'autres exemples. Et puis enfin, peut-être la quatrième idée profonde qui montre qu'on s'éloigne très fortement de cette révolution purement technologique, ben c'est tout simplement notre rapport au temps et à l'espace qui est complètement bouleversé. Et là, je vous dirais, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire qu'il s'est produit une révolution dans la révolution numérique. Il y a 10 ans, votre téléphone, qui aujourd'hui est smart, il n'était pas du tout smart. C'était juste un téléphone. Aujourd'hui, c'est un ordinateur puissant. Et évidemment, il y a 10 ans, on ne parlait pas de big data. On ne parlait pas d'objets connectés. Donc on a tendance à oublier, en fait, ça nous paraît évident, mais il y a 10 ans, Facebook n'existait quasiment pas en France. Hein, Facebook se diffuse en France à l'horizon de l'année 2007. Vous voyez que les choses en fait, qui nous paraissent absolument immuables et qui sont rentrées dans notre quotidien sont des choses qui sont encore extrêmement récentes, et ça annonce aussi le fait qu'il va y avoir évidemment d'autres innovations. On est plutôt dans une phase absolument exponentielle. Alors, ces évolutions, elles bousculent évidemment aujourd'hui aussi la médecine. Vous avez tous en tête évidemment des plateformes comme Doctissimo. C'est pas pour en faire forcément comment dire, la promotion, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des problèmes qui sont posés sur ce genre de plateforme, c'est pas pour dire que l'information qui s'y trouve est absolument fiable, mais la réalité, quand vous discutez avec des médecins, c'est qu'il est évident que la position du patient par rapport à son médecin est fortement transformée par le fait qu'ils vont trouver une information, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, et qu'elle répond en plus à une appétence de la part des malades, des patients, de plus en plus grande, à comprendre davantage. Le temps où un patient, de manière docile, arrivait dans un cabinet et allait rapidement accepter une ordonnance qu'il leur était quasiment incapable de déchiffrer et que les yeux fermés, il allait déposer ensuite chez son pharmacien, ce temps-là est révolu. Et évidemment, ça veut dire que le colloque singulier lui-même a profondément évolué. Mais c'est aussi une révolution, puisqu'on peut reprendre un peu l'équivalent de ce que je vous écrivais, mais dans le champ de la médecine, c'est aussi une révolution tout simplement dans les rapports qu'entretiennent les patients et les malades eux-mêmes. Vous avez pléthore aujourd'hui de sites internet, pas simplement généralistes comme Doctissimo, mais en réalité qui se spécialisent et qui permettent aux communautés de patients de pouvoir tout simplement se mettre en réseau et faire un certain nombre de choses. Alors ça peut être évidemment d'abord de l'échange, de l'entraide, qui est malade et atteint de tel type de maladie sera certainement bénéficiera évidemment d'une expérience à partager qui va être extrêmement riche. Et je vous dirais qu'une des choses intéressantes qu'on voit dans l'émergence de l'économie et de la société de pair à pair, c'est d'abord que les gens se rendent des services entre eux. Et donc ça aussi, évidemment, ça bouleverse la médecine, parce que vous avez tout d'un coup des communautés de patients, de malades, qui vont s'organiser, Patient Like Me, mais vous en avez pléthore, font partie de ces exemples où tout d'un coup, vous allez avoir des communautés de patients qui vont se regrouper, qui vont d'abord s'entraider, qui vont faire preuve de pédagogie entre eux, et puis aussi qui vont peut-être parfois se mobiliser, et de plus en plus, probablement, être capables aussi de financer parfois de la recherche, ou de s'organiser pour peser sur les orientations du financement de la recherche dans tel ou tel domaine. Et donc vous voyez que ces changements sont évidemment majeurs. Mais la mise en réseau, elle peut avoir aussi d'autres conséquences.
je pense que vous avez tous entendu parler de Google Flu et de la manière dont Google, qui pourtant, jusqu'à il y a encore assez récemment, était très éloigné du champ de la santé et de la médecine. Google, c'était d'abord, avant tout, mais avant qu'il se diversifie très fortement, c'est d'abord un moteur de recherche. Est-ce que vous connaissez cette histoire de Google Flu et de cartographie? Alors je vais revenir dessus 2 secondes, avant de vous parler de cet exemple-là que je trouvais extrêmement éclairant. Google, en fait, ils se sont rendus compte que quand il y avait un début de dissémination d'un virus, la grippe par exemple, eh bien qu'est-ce qui se passait? Les gens qui ont des symptômes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, et puis ils tapent « j'ai de la fièvre, je transpire, je tousse », et évidemment le font au moment où en réalité ils sont en train de devenir malades. Et quand vous faites ça à l'échelle d'un pays, alors évidemment il y a des gens qui se trompent, mais vous êtes sur la loi des grands nombres. Vous en avez des millions qui font ça. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en agrégeant les données de l'ensemble, par exemple, du territoire, des malades ou des premiers gens qui cherchent à analyser leurs symptômes, en recueillant simplement la demande d'information et en la projetant sur une carte du territoire des États-Unis, eh bien, ils étaient capables, en réalité, en temps réel, de montrer la dissémination de la maladie et du virus plus rapidement que les mécanismes traditionnels de veille sanitaire faits par le corps médical. Vous voyez quand même comment ça bouleverse. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, sur la fiabilité, on peut tout à fait en discuter, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout d'un coup un acteur qui est totalement étranger au monde de la santé, qui ne dispose pas de données spécifiquement fiables. C'est juste du ressenti de symptômes qui donne lieu à de la recherche d'informations sur un moteur de recherche. Sauf que, agrégé à l'ensemble d'un pays et projeté sur un territoire, en étant cartographié, et bien finalement, ça vous donne quelque chose d'extrêmement fidèle. Vous avez un autre exemple qui a été extrêmement intéressant, qui est celui qu'on a vu à l'œuvre au moment d'Ebola. Au moment d'Ebola, il y a eu 2 choses intéressantes. La première, c'est qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas de carte. Donc les gens sur place se sont mis en fait à dessiner des cartes. Parce qu'effectivement, quand vous voulez intervenir sur un territoire, c'est mieux d'avoir une carte et savoir où se trouve un village par rapport à un autre et quel est le nombre de kilomètres qui les sépare. Mais la deuxième chose qui leur manquait, c'était en gros de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie? Et là, en fait, ils sont allés voir, les gens sur place sont allés voir qui? Les opérateurs télécoms. Parce qu'en fait, vous avez tous ça dans vos poches, et en Afrique aussi, on a ça dans ses poches. Ils sont moins smart, les petits mobiles qu'ils ont, mais par contre, ils permettent quand même de suivre les déplacements de population. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré, Orange a fait d'ailleurs un très beau travail là-dessus, ils ont récupéré en fait les données qui permettaient de voir les gens se déplacer sur ces territoires, et par rapport au foyer qu'ils connaissaient, étaient capables de voir quelle était la propagation potentielle du virus. Vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant, et un dernier exemple français, où là on montre carrément la collaboration que peuvent faire les gens, c'est sur les défibrillateurs. Est-ce que vous connaissez cette histoire des défibrillateurs? Alors, au ministère de la Santé, c'est devenu un cas d'école extrêmement intéressant. Au ministère de la Santé, en fait, il y avait un organisme, je ne sais pas, une commission, qui était chargée de cartographier, qui était chargée par le ministère de cartographier tout simplement la position de l'ensemble des défibrillateurs, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir, au cas où ils aient un problème, où se trouve le défibrillateur le plus proche. Et puis, ils ont mis en place une manière traditionnelle, c'est-à-dire que ça a certainement donné lieu à une circulaire qui est arrivée chez le préfet sanitaire, qui en a trouvé une pile comme ça et qui l'a foutue sur sa pile. Et puis, au bout de 3 ans, de laborieuses relances, l'organisme qui était en charge de la mise à jour de cette carte, tout simplement, il a réussi à en référencer 200. Et puis, au bout d'un moment, la communauté des cardiaques qui ont besoin de connaître où se trouvent les défibrillateurs, on dit, nous, on va s'en occuper nous-mêmes. Qui sait mieux qu'un cardiaque où se trouvent dans sa proximité les défibrillateurs dont il a besoin? Personne que lui. Et donc, en fait, on va demander à chacun de référencer les défibrillateurs dans son entourage qu'il connaît. Et en 6 mois, ils en ont référencé 3000. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, évidemment, ensuite, il faut vérifier, il faut contre-expertiser, c'est pas mécanique. Mais vous voyez qu'en fait, on a une possibilité pour faire travailler les communautés qui parfois peut rendre des services bien meilleurs même que les organismes traditionnels auraient été capables de rendre.
Et puis évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la télémédecine, même si je ne suis pas forcément certain que ce soit toujours la chose. Pour ça que je termine par ça, parce que c'est souvent par ça qu'on commence. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'on se mette à opérer à distance ou que les cabines qui coûtent extrêmement cher soient l'avenir de la médecine. Mais c'est vrai qu'il y a de l'innovation là-dedans. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec un certain nombre de médecins, aujourd'hui, même le low-tech, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être fasciné par le high-tech, la révolution technologique du numérique, ça n'est pas qu'une révolution du high-tech. La plupart des grandes disruptions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, Facebook, il y a beaucoup de high-tech. Mais si vous regardez Airbnb, Blablacar, Uber, ce n'est pas du high-tech. C'est l'innovation d'usage, c'est l'innovation de business model, c'est l'innovation d'interface, c'est l'innovation de service, ce n'est pas l'innovation high-tech. En un mois, n'importe quelle petite agence de développeurs est capable de vous redévelopper ses plateformes. Donc ce n'est pas du high-tech. Et je pense que dans la télémédecine, il faut aussi réfléchir au fait que, pour l'essentiel, la révolution que le numérique provoque dans le champ de la médecine, ça n'est pas toujours du high-tech. Et qu'avec un téléphone portable, des SMS et des envois de photos, vous avez énormément de disruption qui est provoquée dans les relations qu'on peut faire éventuellement à distance entre un patient et un médecin. Alors, je voudrais maintenant revenir un tout petit peu plus profondément sur en quoi il y a des bouleversements plus profonds encore qui sont provoqués par le numérique dans la médecine. Et là, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu s'attarder sur ce mouvement incroyable qu'on appelle le quantified self et les objets connectés, et qui commence d'ailleurs en fait par rentrer dans la médecine, mais de manière très périphérique, et qui est d'abord dans le sport. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il y a quand même aujourd'hui, parmi ceux qui sont un peu à l'avant-garde de ces pratiques, dans le sport connecté, de plus en plus de multiplication d'objets. Alors ça peut être ce genre de montre, ça peut être quand vous faites du sport, un petit objet connecté que vous allez mettre qui va mesurer votre rythme cardiaque ou autre. Il y a une vraie montée en puissance de ces objets qui vont mesurer et qui vont vous permettre d'analyser, de suivre, d'avoir un feedback permanent sur la manière dont votre corps va répondre évidemment à une sollicitation physique due à un sport, mais qui évidemment progressivement en réalité pourrait nous amener à quelque chose qui pourrait être une espèce de médecine en temps réel ou de contrôle et de suivi en temps réel de ce que la médecine peut faire. Et évidemment tout ça c'est à rapprocher de l'énorme augmentation de la puissance de calcul qu'on est capable d'opérer aujourd'hui, puisque ces données, et ça c'est un changement profond du numérique ces dernières années, avant les données elles étaient sur vos ordinateurs. Combien de fois dans les années 90 vous avez perdu vos mails ou vos photos parce qu'elles étaient stockées sur un disque dur qui a cramé, ou que vous avez changé le logiciel, vous avez perdu les données. Bon. C'est des choses qui arrivent assez peu maintenant. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le cloud. Et ça veut dire quoi si elles sont dans le cloud? Ça veut dire qu'en réalité, elles sont à peu près toutes aux mêmes endroits. Et que si elles sont disséminées sur des serveurs qui sont tout à fait connectables entre eux, et bien tout d'un coup, vous êtes en capacité de pouvoir agréger des millions de données. Et ça tombe bien, puisque la loi de Moore, qui continue sa dynamique, fait que tous les 18 mois, nous doublons notre puissance de calcul, et que donc de plus en plus, nous allons être capables de pouvoir brasser des milliards et des milliards de données. Alors, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, il est évident que tout ça, ça va aussi transformer, je vous en parlais sur le colloque singulier, il est en train de profondément changer. Tout médecin aujourd'hui vous le dit, le rapport avec le patient, il est très très fortement modifié. Et de plus en plus, ça se faisait déjà avant, hein, le médecin, ce n'est pas simplement celui qui va, au fond, diligenter une ordonnance et faire un diagnostic. Ça va être évidemment aussi celui qui va expliquer, mais cette part-là, elle est en train de monter très fortement. Et d'une certaine manière, je vous dirais, ça tombe bien, parce que quand vous regardez un tout petit peu les gens qui travaillent là-dessus, dans 10 ans, 20 ans peut-être, maximum, il n'y aura quasiment aucun diagnostic qui sera fait par un médecin. Alors vous allez me dire, dans vos métiers à vous, c'est déjà le cas. Mais dans le métier de généraliste, quand il s'agit de diagnostiquer un rhume ou une grippe, vous ne faites pas une prise de sang et on ne peut pas dire qu'il y ait des analyses qui soient extrêmement poussées qui soient faites, pour l'essentiel. Dans 10 à 20 ans, c'est à peu près certain qu'aucun diagnostic ne sera fait directement par un médecin, ce sera intermédié par des machines qui analyseront un nombre de données incroyable, et que le médecin, évidemment, contrôlera, expertisera, expliquera, mais ce ne sera plus lui-même qui le fera. Et ça, c'est quand même un changement absolument profond. C'est aussi évidemment le cas dans les laboratoires. Dans les laboratoires de recherche,
va s'ouvrir un nouveau cycle, où d'ailleurs, vous allez avoir, mais un peu comme au XIXe siècle, où vous allez avoir des gens qui vont s'inviter dans la recherche, qui sont assez étrangers à l'origine au domaine de la santé. Je vous rappelle que Pasteur n'était pas médecin, mais que c'était un chimiste, et qu'aujourd'hui, Google ou Apple sont très loin de l'industrie de la santé et du médicament, et pourtant, ils vont s'inviter de plus en plus dans ces champs de recherche. Alors tout ça, ça nous amène à la médecine personnalisée. Pourquoi tout ça, en fait, se tient et au fond, est en train d'ouvrir, à mon avis, un champ extrêmement puissant qu'on pourra après appeler, alors ça dépend de comment on veut le dénommer, mais disons la médecine personnalisée. En fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, toute notre recherche médicale, depuis maintenant 2 siècles, elle est fondée en fait sur la preuve scientifique. C'est-à-dire que ça reste une médecine de masse, c'est-à-dire une médecine qui cherche à isoler un principe actif dont on peut être à peu près certain qu'il a le même effet sur tous les mêmes types de patients qui souffrent d'une même maladie. Mais en réalité, à partir du moment où on va pouvoir isoler des données beaucoup plus personnalisées de la part des gens, quel est votre ADN? Je vous rappelle qu'il a fallu 15 milliards pour décoder le premier ADN il y a encore 20 ans, et qu'aujourd'hui c'est moins de 1 000 €, et que ce sera probablement pas grand-chose dans 2, 3, 4 ans. Donc en réalité, ça veut dire qu'on va pouvoir assez vite croiser une molécule avec un principe actif qu'elle aurait en fonction de l'ADN de la personne, mais aussi de ce qu'elle mange. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas très compliqué, en analysant l'ensemble de vos cartes bleues et peut-être de vos cartes de fidélité de supermarché, de savoir à peu près et de scanner l'ensemble des menus des restaurants où vous êtes allés. On peut faire tout à fait la connexion, c'est pas très compliqué, hein. Je récupère le nom des restaurants que vous avez sur votre carte bleue, je fais une moyenne des menus que je récupère sur Internet des restaurants où vous allez, je regarde votre panier moyen que j'analyse, je peux vous dire en gros ce que vous mangez depuis 20 ans. Plus sucré, moins sucré que la moyenne de l'OMS, plus ou moins gras, j'ai aucun problème avec ça. Je sais aussi, je peux savoir très facilement, grâce à ça, si vous avez été exposé au soleil, si vous dormez beaucoup, depuis 20 ans, vous avez ça depuis 20 ans dans votre poche. Là, depuis 20 ans, je sais où vous êtes déplacé, mètre par mètre, seconde par seconde. Je sais aussi quand est-ce que vous dormez, parce que quand vous dormez, il est posé, il ne bouge plus. Vous voyez qu'en fait, il y a des tas de données dont vous n'imaginez pas qu'on les ait, et en fait, elles sont à disposition. Donc, ça veut dire que je vais avoir des données sur votre ADN, sur votre comportement physique, sur vos nuits, sur ce que vous mangez. Et donc, du coup, je vais pouvoir corréler ce que peut avoir comme conséquence telle molécule sur vous et qui sera en fait très différent sur telle autre personne. C'est ça la médecine personnalisée. Et ça d'ailleurs va d'ailleurs ouvrir non seulement un nouveau cycle de recherche, absolument un continent entier en fait de réflexion, mais ça va vraiment aussi, en fait, parce qu'on pense toujours aux GAFA, on pense toujours, on se dit bah, c'est Google qui va faire tout ça, mais en fait, si vous regardez le monde de la recherche, de l'industrie pharmaceutique, mais ils ont 1 siècle de données, alors parfois c'est pas en numérique, c'est en papier, mais ils ont 1 siècle de recherche qui ont été faites, où tout d'un coup ils se rendaient compte que tiens, telle analyse n'était pas probante pour 100% des cas, donc on la remisait. Mais tout d'un coup on va se rendre compte, ah oui, mais elle était valable pour 30%, mais pourquoi ça marchait pour ces 30%-là? Si on regarde leur ADN, ce qu'ils mangeaient, etc. En fait, vous allez rouvrir des tas de cartons de recherche qui ont été faits depuis des années et qui vont vraisemblablement trouver ce qui, dans tel type de molécule, avait tel principe, mais qui était actif que pour tel type de personne. Donc vous voyez qu'en fait, on est en train de rouvrir un continent de recherche absolument vertigineux, et que ça doit du coup plutôt nous amener à être extrêmement optimistes, parce que tout simplement, on va décupler en fait les moyens de recherche dans les années qui viennent. Alors tout ça, ça peut être une très belle histoire, très optimiste. Il y a quand même des problèmes dans tout ça. Et je pense que d'ailleurs, dans un certain nombre de choses que je vous ai présentées là, il y a des choses qui peuvent être évidemment extrêmement inquiétantes. Je vous parlais tout à l'heure des données. Moi, je fais du vélo, et donc je me suis mis un petit objet connecté qui mesure mon rythme cardiaque.
qui permet de me dire si mon cœur a bien réagi, puis il me dit plein d'autres choses d'ailleurs aussi. Très intéressant. Mais qu'est-ce qui me dit que ces données qui sont quand même extrêmement personnelles, la puissance, la résistance de mon cœur, voilà, c'est une donnée quand même extrêmement personnelle, et puis c'est une donnée qui pourrait intéresser un certain nombre d'institutions. Ma mutuelle de santé, par exemple, elle serait extrêmement intéressée à savoir si mon cœur est résistant. Et elle serait aussi extrêmement intéressée de se rendre compte que depuis maintenant 2 ans, parce que j'ai eu un accident au genou, j'ai arrêté de faire du vélo, et donc j'ai pris du poids. Ça tombe bien, j'ai une balance connectée qui sait parfaitement que j'ai pris 10 kilos depuis maintenant 2 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va se rendre compte aussi que j'ai mangé un peu plus gras depuis quelques temps, que je me suis un peu laissé aller. Ces données, en fait, elles sont extrêmement sensibles. Qu'est-ce qui me garantit vraiment que ces données, qui sont accumulées dans des serveurs que je n'arrive pas à géolocaliser, mon application de sport, je l'ai achetée sur l'App Store, je ne sais absolument pas où sont ces serveurs. C'est un contrat commercial américain que j'ai évidemment validé sans le lire. Avez-vous lu les conditions générales d'utilisation des, en moyenne, 60 applications que vous avez sur votre téléphone portable? Vous savez combien il vous faut en moyenne pour les lire, les 60 que vous avez? 6 mois. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que vous faites comme tout le monde, ce qui est normal. Vous validez les yeux fermés des conditions générales d'utilisation qui sont complexes, sans savoir ce qui est fait de vos données. Et sans savoir non plus, d'ailleurs, où se trouvent ces données, sur quel serveur. Et sans savoir non plus, d'ailleurs, quel droit, du coup, va s'appliquer à ces données. Et donc, qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui que des données aussi personnelles que celles de ma santé, la résistance de mon cœur, ce que je mange, là où j'ai été, est-ce que je peux vraiment être sûr à 100% que ma mutuelle de santé ne va pas les acheter et du coup me passer un coup de fil dans quelques heures pour me dire « Écoutez, monsieur Thiollin, on est un petit peu ennuyé, vous avez pris du poids, votre cœur est moins résistant, vous faites plus de sport, on a remarqué que vous mangez plus gras en moyenne de 20% au-dessus des recommandations de l'OMS, donc nous allons augmenter votre mutuelle d'assurance de 20%. » C'est un cauchemar ce que je viens de vous décrire. Rien, en fait, ne nous garantit réellement que ça ne puisse pas se produire. Donc vous voyez qu'on ouvre un champ de recherche, une capacité de pouvoir produire du progrès médical qui est décuplé. Et je vous dirais, je pense qu'on est à l'équivalent de ce qu'on a connu au milieu du XXe siècle. Au moment où on a inventé, où on était dans un cycle d'innovation absolument profond, qui a commencé avec la pénicilline et toute une vague comme ça de nouveaux médicaments qui ont changé la vie des gens. On est au début de ce renouveau-là. Mais ça peut être aussi, évidemment, une société de surveillance, de monétisation, de contrôle qui peut être absolument effrayante. Et alors là, je ne résiste pas à vous montrer une bande dessinée que moi j'ai lue dans les années 80, qui est une très bonne bande dessinée qui s'appelle SOS Bonheur. Je ne sais pas si vous avez lu ou si ça vous dit quelque chose. Il y a 3 tomes, il y en a un qui porte précisément, plus particulièrement, sur la santé. Donc on est dans un monde futuriste où, à force de déficits accumulés de la sécurité sociale, les pouvoirs publics ont été obligés de prendre des mesures drastiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont proposé aux gens en fait 2 solutions. Soit vous respectez la convention qui vous lie à la sécurité sociale, mais dans ce cas-là, on va regarder ce que vous faites, on va contrôler que vous allez bien à la gym tous les soirs, et puis quand vous allez aller au restaurant, vous allez avoir le menu sécurité sociale, haricots verts, poissons, eau. Et alors, j'aurais peut-être dû vous mettre d'ailleurs un autre dessin où on voit qui est très hilarant, où il y a un type, deux personnes qui arrivent au restaurant, enfin qui ouvrent le menu, alors les types qui sont tout maigres et qui disent bon, nous on prend le menu A, où il y a des haricots verts, du poisson et de l'eau, et puis un type qui arrive, qui est assez gros, qui est absolument hilar, et il dit bon, moi je prends le menu hors convention, et hop, on lui apporte des tas de plats, etc. Oui, sauf que dans une des images d'après, il y en a un qui tombe malade, qui a un cancer, et ben il ne peut pas se soigner, et il meurt. Et vous voyez qu'en fait, cette société de contrôle, de maîtrise de vos données, etc., elle peut aussi dessiner en fait un monde évidemment de surveillance, mais aussi d'exclusion, absolument terrifiant. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est en fait comment prendre ce qu'il y a d'intéressant dans ces innovations sans pareil qui sont en train de rentrer dans le champ de la médecine, mais comment aussi y mettre des règles, des cadres, qui fait qu'on sache
ce que l'on autorise et ce que l'on n'autorise pas. Et puis évidemment, il y a de plus en plus de questions qui se posent sur le corps lui-même. Vous savez que dans le sport aujourd'hui, il commence à y avoir des réflexions éthiques sur qu'est-ce que c'est en fait que la performance sportive. Lorsque vous avez un tissu qui va vous permettre d'être plus fluide, lorsque vous allez pouvoir avoir des nanotechnologies qui vont mesurer exactement votre performance à tel moment et qui vont vous permettre où est le corps et où est la machine, où est la performance de la machine et où est celle du corps physique. C'est quand même des questions qui vont commencer à se poser très très fortement. Et puis jusqu'à en fait le moment où ces petits ordinateurs, donc je vous montre à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, quand est-ce qu'ils se glissent sous la peau, qui se disséminent dans tout le corps. Vous voyez quand même qu'on est en train de poser des questions qui sont vertigineuses. Je n'ai pas moi la réponse à tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est dramatique aujourd'hui de ne pas penser à la fois la manière dont l'innovation numérique est en train de disrupter le champ de la médecine et de lui ouvrir du coup des horizons extrêmement intéressants, mais aussi une réflexion sur les limites éthiques qu'on veut mettre à cette prodigieuse dynamique d'innovation exponentielle, mais qui peut être aussi extrêmement problématique. Et vous commencez à voir beaucoup, d'ailleurs aux États-Unis, Morozov en est un des critiques les plus connus là-bas, qui lui montre les problèmes, pas simplement dans le champ de la santé, il y en a beaucoup d'autres, les problèmes que pose en fait la révolution numérique. Et ce que je veux juste dire en conclusion de tout ça, j'ai essayé de vous dire depuis le début que la révolution numérique n'était pas une révolution technologique. C'est une révolution sociale, c'est une révolution cognitive, c'est une révolution politique, tout ça en même temps. De la même manière, je vous dirais en conclusion qu'il ne faut pas imaginer qu'en réalité, on est sans prise et sans influence sur ces transformations. En fait, il y a plusieurs mondes numériques possibles. Ce n'est pas la Silicon Valley, par ses applications ou ses innovations, qui est en train juste de dessiner à notre place le monde dans lequel on voudra vivre demain. Il y en a plusieurs, en fait. Et ça n'est évidemment pas la querelle des anciens et des modernes. Ça n'est pas est-ce qu'on veut être dans le monde numérique ou est-ce qu'on veut rester dans le monde purement physique. Ça n'a plus de sens. D'ailleurs, le monde numérique lui-même, je vous prenais des tas d'exemples. Blablacar, c'est pas un monde numérique. L'équilibre de l'offre et de la demande, il se fait en ligne, mais la réalité, c'est que les gens, ils se rendent des services pour se déplacer physiquement. Le monde numérique, ce n'est pas un monde virtuel. Donc cette querelle des anciens et modernes, en fait, elle est complètement dépassée. En revanche, il y a aujourd'hui des nouveaux clivages qui émergent. Sur quel type de société numérique on veut, quelle est l'innovation qu'on veut utiliser, mettre en avant plutôt qu'une autre. Et ça veut dire qu'il y a une urgence absolue à penser cette transformation, à penser collectivement, pour être capable de choisir en fait dans quel monde numérique on veut vivre demain. Alors, je voudrais juste vous dire en conclusion, pour avoir un peu d'humilité, je vous parlais tout à l'heure de la révolution de l'imprimerie. Au moment en fait de la révolution de l'imprimerie, vous savez, on se gausse toujours, très souvent, du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu voir l'innovation. On prend souvent l'exemple de Kodak, d'ailleurs, en disant, regardez Kodak, ils ont cru encore que l'argentique allait survivre. En fait, non, le cas Kodak, il est extrêmement intéressant. Kodak, il savait très bien que le numérique allait complètement disrupter l'argentique. Le problème, c'est quand vous avez une grosse organisation et que tout d'un coup, vous devez pivoter complètement votre business model, alors que vous avez embauché des gens qui font de l'argentique, c'est très compliqué. Et donc, ils n'ont pas été idiots. Hein. C'est juste que c'est difficile de faire bouger des organisations et des grandes institutions. Eh bien, ça a été le cas aussi au moment de la révolution de l'imprimerie. À l'époque, évidemment, ça a été notamment ceux qui avaient le monopole de la diffusion très limitée du savoir et de la connaissance, c'était l'Église. Et il y a eu une réflexion qui a été menée au Vatican à l'époque, qui est de dire, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Le livre. Et donc, je ne sais pas, ils ont dû mobiliser les consultants de l'époque, quelques cardinaux et quelques moines, qu'ils ont regroupés pour réfléchir à quelle sera la conséquence, au fond, de l'émergence de l'imprimerie en Europe. Et la conclusion de leurs cardinaux a été radicale. C'était de dire, écoutez, il va y avoir deux grandes conséquences. La première, c'est qu'à partir du moment où on va imprimer la Bible de manière massive, eh bien, on ne voit plus ce qui arrêtera l'Église catholique de dominer le monde. Elle va devenir enfin universelle. Et la deuxième conséquence, ce sera que le latin, qui est la langue de la Bible,
va devenir la langue du monde. Vous voyez que 20 ans après, c'était la Renaissance et l'explosion des langues nationales et la réforme protestante. Comme quoi, quand on fait de la prospective, il faut essayer d'être humble. Voilà, je vous remercie.